Les géants vivaient parmi nous au début du XIXe siècle. Ils formaient l'élite dirigeante. Les monuments les plus imposants ont été construits par eux et pour eux. Leur disparition lors du reset de 1816 est due à la baisse de la pression atmosphérique et d'une soudaine apesanteur. Je mets ces vidéos en ligne parce qu'elles répondent aux interrogations des vidéos que j'avais mises en ligne il y a 5 ans. J'avais montré des faits et parfois donné des théories sans apporter de réponse. Étrangement, plusieurs chaînes récentes donnent des réponses plausibles aux questions de cette époque. Nous sommes arrivés au temps des révélations, non seulement du présent, mais surtout du passé, de notre histoire, qui ont une incidence majeure sur notre vie. Maintenant, beaucoup de ces vidéos se répètent et mélangent plusieurs sujets. Je fais donc des montages pour vous éviter d'écouter plusieurs fois la même chose et réduire la durée de la vidéo en traitant un seul sujet à la fois. Vous trouverez les vidéos intégrales dans la description. L'histoire nous est souvent présentée comme une chronique linéaire et compréhensible. Pourtant, les secrets les plus stupéfiants sont souvent dissimulés à la vue de tous, immortalisés dans l'art des siècles passés. Si nous mettons de côté notre scepticisme habituel pour nous tourner vers l'héritage artistique du XVIIIe siècle, et plus particulièrement vers les œuvres des maîtres italiens, un tableau du monde s'ouvre à nous, bouleversant totalement nos conceptions des civilisations anciennes. Les œuvres de cette période ne servent pas uniquement de décoration de musée. Elles constituent peut-être le témoignage le plus éclatant de l'existence de géants dans un passé relativement récent. Il est crucial de comprendre le contexte de l'époque. Avant l'invention de la photographie, les techniques pour capturer la réalité étaient différentes, mais non moins développées. Les peintres italiens des années 1700 étaient célèbres pour leur quête d'une précision absolue. Leurs toiles ne sont pas le fruit d'une imagination débridée, mais une chronique documentaire, transférée sur la toile avec une minutie quasi photographique. Ces maîtres rendaient la réalité telle qu'elle était, sans distorsion ni allégorie. C'est précisément ce fait qui rend ce qui est dépeint sur leur toile si intrigant, voire effrayant pour l'observateur moderne. En examinant attentivement les paysages urbains de cette période, un détail frappant se révèle. Sur les places animées et dans les rues, des gens de proportions totalement différentes coexistent. Ce n'est ni une illusion d'optique, ni une erreur de perspective. Nous voyons des gens ordinaires, nos ancêtres dont les gabarits correspondent aux nôtres, et marchant juste à côté d'eux, des figures dont la taille dépasse largement les normes admises. Il ne s'agit pas d'enfants et d'adultes, mais d'êtres humains pleinement formés, qui ne diffèrent les uns des autres que par leur échelle. C'est une humanité où géants et gens de taille ordinaire évoluent dans un même espace, côte à côte. Les scènes des tableaux sont dénuées de drame ou de conflit, ce qui témoigne de la banalité d'un tel voisinage. C'est la vie ordinaire d'une ville du XVIIIe siècle. Cependant, une stratification sociale est perceptible. Les personnes de grande taille sont généralement représentées dans de riches vêtements, rappelant les tenues de l'aristocratie et de la noblesse. Ils occupent une position assurée dans la société, tandis que les gens de notre taille habituelle sont vêtus plus modestement et remplissent souvent le rôle de personnel de service ou de simples citadins. Ce constat visuel mène à la conclusion que les géants de cette époque se distinguaient non seulement par leur puissance physique, mais occupaient également une position dominante dans la hiérarchie sociale, constituant l'élite de ce monde. Il est peu probable que les réalistes italiens, dont la tâche était d'immortaliser la grandeur de leur ville, aient introduit massivement dans leurs œuvres des éléments fantastiques aussi étranges s'ils n'avaient aucun rapport avec la réalité. Très probablement, ils peignaient simplement ce qu'ils voyaient chaque jour depuis leurs fenêtres. Nous regardons notre propre passé, où notre espèce vivait dans l'ombre d'êtres plus puissants. Et si nous acceptons ce fait comme une donnée, si nous convenons que les artistes ne mentaient pas en représentant des gens de taille différente, alors une autre question, encore plus intrigante, surgit. Dans quel monde vivaient-ils ? Car des êtres d'une telle taille nécessitaient un espace approprié. Si l'on observe l'architecture qui entoure ces personnages, elle semble trop majestueuse et monumentale pour l'homme ordinaire. Comme si tout ce monde de pierre n'avait pas été conçu et construit pour nous. Lorsque nous détournons notre regard des mystérieuses figures pour observer le fond architectural qui les entoure, une image encore plus saisissante se dévoile. L'habitat immortalisé sur les anciennes toiles, ainsi que celui qui a survécu dans la pierre jusqu'à nos jours, est une preuve silencieuse mais irréfutable
que l'homme moderne occupe dans ces villes une place qui ne lui était pas destinée à l'origine. Nous avons l'habitude d'admirer la grandeur des édifices antiques, leur monumentalité et leur envergure, attribuant ces dimensions gigantesques au désir de faste des architectes et à leur volonté d'impressionner la postérité. Cependant, si l'on rejette les clichés de l'histoire de l'art pour regarder ces bâtiments du point de vue de la logique pure et de la fonctionnalité, une évidence s'impose. Ces structures ont été conçues sur la base de données anthropométriques totalement différentes. Les bâtiments construits dans ce qu'on appelle le style antique possèdent des proportions qui provoquent chez l'homme de taille ordinaire un sentiment de profonde dissonance. D'immenses ouvertures de fenêtres s'élevant sur plusieurs mètres et des portails par lesquels un cavalier pourrait passer librement sans baisser la tête semblent superflus pour des gens de notre taille. Pourquoi créer une porte de 5 ou 6 mètres de haut si la taille moyenne d'un habitant ne dépasse pas 1,70 m ? Du point de vue de la conservation de la chaleur et de la commodité d'utilisation, c'est un non-sens. De telles pièces sont difficiles à chauffer et les immenses vantaux de porte sont lourds à ouvrir. Mais tout prend son sens si l'on suppose que ces paramètres étaient dictés non par l'esthétique, mais par l'ergonomie. Pour un être mesurant de 3 à 4 mètres, de telles ouvertures et de hauts plafonds ne sont pas un luxe, mais une nécessité banale, assurant un déplacement et une vie confortable, tout comme une porte standard de 2 mètres est la norme pour nous. Cette gigantomanie architecturale corrobore parfaitement la stratification sociale observée sur les tableaux. Les géants, vêtus de riches habits d'aristocrates, paraissent absolument harmonieux dans ces décors. Ils sont proportionnés aux colonnes, aux arches et aux volets d'escalier. Leurs silhouettes s'inscrivent naturellement dans l'espace des immenses salles et des larges terrasses. En même temps, les gens de notre taille actuelle, sur fond de ces structures cyclopéennes, ressemblent à des enfants ou à des passants égarés dans un palais étranger. Nous voyons comment les petits humains se blottissent au pied de socles gigantesques, leur mode de vie semblant primitif face à la haute technologie du travail de la pierre dont sont faites les villes. Cette observation confirme l'hypothèse selon laquelle ce sont bien les géants qui constituaient l'élite dirigeante, pour les besoins et les gabarits de laquelle ce monde matériel a été créé. Les gens ordinaires, semble-t-il, ne faisaient que servir cette civilisation ou coexistaient avec elle dans des rôles secondaires, utilisant une infrastructure qui n'avait pas été créée pour eux. Nous voyons les mêmes ouvertures de portes qui semblent aujourd'hui absurdement hautes, et des gens sur les vieilles toiles qui remplissent ces ouvertures de leur taille de manière tout à fait naturelle. Il naît une sensation tenace, presque physique, que nous vivons dans des décors étrangers, comme si l'humanité s'était installée dans une ville abandonnée, construite pour une race de titans, et que nous tentions maintenant d'adapter ce monde à nos modestes gabarits, sans remarquer à quel point nous paraissons ridicules sur fond de cette grandeur cyclopéenne. Nous marchons dans des rues trop larges pour nous, franchissons des portes dont les poignées se trouveraient à l'origine au-dessus de nos têtes, et regardons par des fenêtres dont les appuis nous arrivent à la poitrine. L'ampleur de la tromperie devient évidente. On nous a persuadés que nous sommes le sommet de l'évolution et les bâtisseurs de ce monde, alors que les faits hurlent que nous ne sommes que des nains errant parmi les ruines de prédécesseurs plus grands. Bien entendu, tout esprit critique posera immédiatement une question légitime, souvent utilisée par les sceptiques pour démolir la théorie des géants. Si tous ces bâtiments ont été construits pour des hommes de 3 mètres, pourquoi alors les marches des escaliers menant à ces temples et palais ont-elles une taille tout à fait standard qui nous est familière ? Il semblerait incommode pour un géant de trottiner sur de minuscules marches. Dans ce contexte, les petits escaliers trouvent une explication simple. C'est le résultat d'une adaptation ultérieure. Après la disparition de la civilisation des géants, ou sa destruction par un cataclysme, les survivants de notre taille ont commencé à habiter les structures monumentales rescapées. Ils ont déterré les entrées, réaménagé l'intérieur, divisé les immenses salles en étages et bien sûr, refait les escaliers pour les rendre confortables pour eux-mêmes. Ou bien ils ont construit de nouvelles volées de marche par-dessus les escaliers géants en ruine. Nous voyons le résultat d'une reconstruction et non le dessin original. L'histoire a été intentionnellement nettoyée. Ceux qui ont pris le pouvoir après la catastrophe ont réécrit les chroniques, supprimé les mentions des géants dans les manuels, les transformant en mythes et en contes. Mais ils ne pouvaient pas détruire des millions de tonnes de pierres.
Les bâtiments sont restés comme des témoins muets, mais leur véritable destination a été déformée pour servir le nouveau paradigme. On nous a dit que c'est nous qui avons construit ces structures majestueuses avec des burins primitifs. Et nous l'avons cru malgré l'absurdité évidente de cette affirmation. Les géants étaient un phénomène mondial, ne connaissant aucune frontière. Les traces de leur présence s'étendent à travers les continents et les millénaires, des sables de l'Égypte ancienne aux voûtes gothiques de l'Europe médiévale, formant une unique chronique de pierre que nous refusons obstinément de lire littéralement. L'Égypte ancienne fournit peut-être le matériel le plus vaste et le plus visuel. Les murs des temples et des tombes sont couverts de bas-reliefs et de fresques sur lesquels se répète avec une régularité effrayante le même sujet. Des figures de taille énorme se tiennent à côté d'humains qui leur arrivent à peine aux genoux. L'égyptologie officielle nous nourrit depuis des décennies d'une explication commode, appelant cela la perspective hiérarchique. Les savants affirment que la taille du personnage sur le dessin dépendait exclusivement de son statut social. Le pharaon était représenté en géant parce qu'il était l'égal des dieux, et ses serviteurs et ennemis en petit pour souligner leur insignifiance. Mais si l'on rejette ce dogme imposé et que l'on admet que les anciens artistes, qui possédaient une maîtrise incroyable de l'anatomie et de l'architecture, fixaient simplement la réalité, tout s'éclaire. Ce n'est pas une allégorie du pouvoir, mais une représentation documentaire d'une différence biologique. Nous ne voyons pas des géants métaphoriques, mais des souverains réels, dominant leur sujet au sens propre du terme. De nombreux films de fiction ont été réalisés sur les géants, mais la réalité offre des preuves bien plus tangibles que le cinéma. Si nous mettons de côté notre scepticisme habituel et examinons attentivement l'héritage matériel du passé, une chose devient évidente. L'histoire nous a laissé une masse d'artefacts qu'il est impossible d'ignorer. Même notre langue conserve des échos de cette époque. Nous utilisons encore des termes comme « Votre Altesse » ou le presque oublié « Votre Grandeur », sans réaliser que ces mots indiquaient à l'origine une grandeur physique et une taille réelle, et non pas uniquement le statut social d'un dirigeant. Les musées et collections privées du monde entier regorgent d'objets qu'un humain moderne ne pourrait physiquement pas utiliser. Il existe des livres aux dimensions incroyables, dont le poids rend la lecture à bout de bras impossible, et des instruments de musique dont l'anatomie est calculée pour des géants. Les orgues, les contrebasses et ce que l'on appelle les octobasses, d'énormes tambours, trompettes et saxophones, exigent une capacité pulmonaire et une longueur de doigt que nous ne possédons tout simplement pas. Cela s'applique également aux objets du quotidien. La célèbre baignoire du Tsar près de Saint-Pétersbourg, les anneaux pontificaux à travers lesquels une pièce de monnaie peut passer librement, ou des couronnes qui glisseraient jusqu'aux épaules d'une personne ordinaire. Les armes attirent une attention particulière. Les expositions présentent des épées à deux mains qu'il est impossible de manier efficacement avec une taille humaine standard, et des fusils de taille colossale. L'histoire officielle les classe souvent comme des canardières, des fusils de chasse stationnaires pour la chasse commerciale au gibier d'eau depuis des barques. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre des rayures dans le canon de beaucoup de ces armes, et les crosses portent des traces de limage et d'ajustements individuels. Cela indique que ces objets servaient d'armes de poing réglementaires, épaulées contre une épaule. Sauf que cette épaule appartenait à une créature aux proportions totalement différentes. L'architecture des centres historiques suggère aussi sans ambiguïté les gabarits de ses propriétaires originels. Nous voyons des portes d'une hauteur immense, des poignées situées bien au-dessus de la tête d'un passant moderne, des miroirs géants et le mobilier correspondant. Les tailles des artefacts et des éléments architecturaux ne sont pas uniformes. Certains bâtiments et objets sont clairement créés pour des personnes d'environ 3,50 m, tandis que d'autres structures, encore plus grandioses, impliquent l'existence d'êtres mesurant jusqu'à 15 mètres. Cette disparité d'échelle suggère que, par le passé, des espèces d'êtres intelligents totalement différentes, dont les paramètres physiques différaient radicalement les uns des autres, ont existé sur Terre simultanément ou séquentiellement. Une analyse minutieuse du patrimoine architectural et des trouvailles archéologiques permet d'établir une classification plus claire de cette civilisation disparue, en divisant ses représentants en deux groupes principaux.
Les chercheurs qui ont étudié de près l'architecture ancienne des villes européennes ont remarqué une régularité intéressante. Les centres de nombreuses cités antiques sont formés de bâtiments dont les proportions, hauteur sous plafond, ouverture de fenêtres et arches de porte, sont idéalement adaptées à des êtres d'environ 3,50 m. Ces Atlantes, à en juger par la préservation des infrastructures, ont coexisté avec l'humanité dans un passé historiquement prévisible. Cependant, il existe une autre couche, plus ancienne, témoignant de la présence de véritables titans. Des structures grandioses, telles que les célèbres thermes romains, possèdent des embrasures de portes calculées pour des êtres mesurant jusqu'à 15 mètres. Les chercheurs appellent provisoirement ces géants les 15e. Leur disparition est liée à un cataclysme global connu sous le nom de guerre du déluge. L'Europe est littéralement parsemée de mémoriaux de cette époque. De nombreux bas-reliefs et fontaines décrivent en détail des scènes d'êtres périssant sous les débris de bâtiments s'effondrant dans les eaux d'un élément incontrôlable. Des confirmations de cette catastrophe peuvent également être trouvées dans l'art. Les gravures du célèbre ruiniste Piranèse, si on les considère non pas comme de la fantaisie, mais comme une documentation, montrent un monde ayant survécu à un déluge massif, où des crânes colossaux se trouvent parmi la vase et les ruines. Des sujets similaires sont présents sur des fresques anciennes, souvent accompagnés d'inscriptions latines avertissant de la soudaineté de la fin, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Les données d'archives sur les squelettes découverts ne font que confirmer cette gradation. Les chroniques historiques ont conservé des informations sur des trouvailles de restes aux proportions incroyables. D'un squelette de près de 6 mètres découvert à Lucerne, en Suisse, à la fin du XVIe siècle, à des restes de 7 mètres en France, et même des mentions d'ossements d'êtres atteignant près de 11 mètres de hauteur. Ici surgit une question légitime, qui devient souvent l'argument principal des sceptiques. Comment de telles créatures pouvaient-elles fonctionner biologiquement ? La biomécanique moderne affirme qu'avec la gravité terrestre actuelle, des os de cette taille ne supporteraient pas le poids du corps, et le cœur ne pourrait pas pomper le sang à une telle hauteur. Cependant, cet argument n'est valable que si nous considérons les conditions sur notre planète comme des constantes immuables. La réponse à l'énigme de l'existence des géants ne réside pas dans leur anatomie, mais dans les lois fondamentales d'une physique à l'échelle planétaire, dont le secret, selon les légendes, était connu des prêtres macédoniens. La question de savoir pourquoi ces êtres atteignaient des tailles aussi impressionnantes est restée longtemps sans réponse, jusqu'à ce que soient révélées des informations conservées par les prêtres macédoniens. La solution ne réside pas dans des mutations biologiques, mais dans les conditions environnementales. La génétique et la structure squelettique des géants se sont formées et ont fonctionné dans des conditions de gravité nettement inférieures à celles à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Selon les anciennes légendes, les titans représentaient une race particulière d'êtres intelligents, possédant des technologies et des connaissances bien en avance sur les concepts les plus audacieux de la science moderne. Ces ingénieurs stellaires ne cherchaient pas simplement des mondes habitables, ils savaient les créer. Les prêtres décrivent un processus qui peut sembler relever de la science-fiction aujourd'hui. Les géants utilisaient des astéroïdes comme ébauches pour de futures planètes. La technologie consistait à trouver un corps céleste approprié, à effectuer une perforation profonde dans sa roche et à y injecter une substance spéciale. Sous l'influence de la réaction qui s'ensuivait, l'astéroïde commençait à s'étendre rapidement, augmentant de volume, tout comme une préforme en plastique gonfle lors de la production de bouteilles. À la suite de ce processus, la densité de la matière chutait et la taille de l'objet augmentait de façon multiple, ce qui assurait la création d'une faible gravité, confortable à la surface. Une fois que la nouvelle mini-planète atteignait les dimensions nécessaires, une atmosphère y était formée, et la flore et la faune y étaient introduites. Sur de telles arches artificiellement créées, les géants voyageaient à travers l'univers, intégrant peut-être leur monde dans des systèmes solaires existants pour obtenir l'énergie des étoiles. Cette théorie nous force à regarder l'histoire de notre propre foyer d'une manière totalement nouvelle. Il existe une hypothèse selon laquelle la Terre est également un objet artificiellement dilaté. Cela explique le phénomène géologique de l'expansion planétaire,
confirmée par le fait que les contours de tous les continents modernes s'emboîtent parfaitement en un tout unique sur un globe d'un diamètre nettement plus petit. Si nous acceptons ce concept audacieux, il s'avère que nous vivons sur une construction autrefois créée ou modifiée par cette ancienne civilisation. Mais toute technologie, même la plus incroyable, nécessite de l'énergie et des ressources. Pour lancer le processus d'expansion planétaire, un catalyseur bien précis est nécessaire, une substance aux propriétés physiques uniques. Et le plus étonnant dans cette histoire est que ce composant n'est pas un éther mythique, c'est un minéral réel et tangible, dont le seul gisement majeur se trouve précisément sur notre planète, et dont l'accès est aujourd'hui strictement contrôlé et gardé par les forces armées américaines. La substance qui, selon cette théorie audacieuse, sert de catalyseur à l'ingénierie planétaire est connue de la géologie moderne sous le nom de laurandite. Ce n'est pas un élément mythique tiré de contes de fées, mais un minéral bien réel, quoique extrêmement rare, représentant un sulfosel de thallium et d'arsenic. Il possède une couleur rouge carmin caractéristique, un éclat adamantin, et se trouve dans des veines hydrothermales à basse température. Le fait le plus surprenant est que le seul gisement sur la planète contenant de grandes réserves de ce cristal se trouve dans le massif montagneux d'Al-Shar, sur le territoire de la Macédoine moderne. C'est cette coïncidence géographique qui lie les légendes des prêtres macédoniens aux faits scientifiques modernes. Dans le monde scientifique, la laurandite vaut son pesant d'or, non pas pour ses qualités en joaillerie, mais grâce à ses propriétés physiques uniques. Elle est utilisée pour détecter les neutrinos solaires et participer à des réactions nucléaires complexes. Cependant, selon les informations conservées par les gardiens du savoir ancien, le potentiel du minéral va bien au-delà de l'enregistrement des particules subatomiques. On prétend qu'avec l'aide de la laurandite, on peut obtenir de l'antimatière et créer des champs d'antigravité locaux. Dans l'Antiquité, les prêtres macédoniens fabriquaient des amulettes spéciales en forme de pyramide à partir de cette pierre, que portaient Alexandre le Grand et ses généraux, croyant en leur pouvoir magique. L'intérêt pour ce gisement n'est pas seulement le fait des scientifiques et des ésotéristes. Depuis les années 1990, le territoire autour des gisements de laurandite est sous surveillance étroite et sous la protection de structures militaires, y compris des contingents américains. Un tel secret et de telles mesures de sécurité suggèrent que le véritable but du minéral pourrait être bien plus sérieux que de simples recherches géologiques. Il est impossible de ne pas faire ici un parallèle avec la culture populaire moderne, en particulier avec le film culte de James Cameron, Avatar. L'intrigue du blockbuster est construite autour de l'extraction sur la planète Pandora d'un minéral rarissime, l'unobtainium, qui possède des propriétés antigravitationnelles et vaut une fortune. De nombreux chercheurs indépendants pensent que Cameron est une sorte d'initié qui, à travers des images cinématographiques, transmet des informations cachées au grand public. Ces films présentent souvent des arbres géants, des liens inhabituels entre les êtres vivants et des technologies rappelant étrangement le savoir perdu de l'Antiquité. La laurandite, avec sa capacité à influencer la gravité et la structure de la matière, ressemble au prototype réel de cet unobtainium cinématographique. Si l'on suppose que les géants utilisaient effectivement ce minéral pour créer des planètes et manipuler la gravité, on comprend comment ils pouvaient exister dans des conditions confortables. Ils vivaient dans un monde où les lois physiques étaient réglées pour eux, une sorte de paradis technologique avec une faible gravité et un environnement idéal. Mais aujourd'hui, nous voyons une image totalement différente. Où cette idylle a-t-elle disparu ? Pourquoi l'humanité moderne est-elle forcée de survivre dans des conditions de climat agressif, de haute pression atmosphérique et d'une gravité qui nous plaque littéralement au sol ? La réponse réside dans les changements catastrophiques qui ont frappé l'atmosphère de notre planète. L'état naturel de notre planète, si l'on se base sur la reconstruction des conditions passées, différait radicalement du tableau climatique rigoureux que nous observons aujourd'hui. Avant les événements catastrophiques du XIXe siècle, la Terre était essentiellement une serre géante. Haut dans l'atmosphère se trouvait une dense enveloppe de vapeur d'eau qui agissait comme un thermorégulateur idéal. Ce dôme créait un climat doux et uniforme sur toute la surface du globe, de l'équateur au pôle, excluant l'existence de déserts brûlés et de zones de pergélisol.
L'équilibre fragile a été rompu au début du 19e siècle à la suite d'un conflit massif impliquant des armes puissantes, dont les traces sont interprétées comme les conséquences d'une guerre nucléaire du passé. Les explosions ont soulevé une quantité colossale de poussière et de suie dans la stratosphère. Lorsque ces particules ont atteint le dôme de vapeur, elles sont devenues des noyaux de condensation. L'enveloppe de vapeur d'eau, qui s'était maintenue dans l'atmosphère pendant des millénaires, a perdu sa stabilité et s'est déversée sur la Terre sous forme de pluies monstrueuses d'une ampleur biblique. C'est ce processus qui explique le phénomène du déluge comme un événement physique et non comme une métaphore religieuse. Dans les régions polaires, en raison des particularités de la circulation de l'air et d'une chute brutale des températures, cette eau est tombée non pas sous forme de pluie, mais sous forme de bouillie glacée et de neige, congelant instantanément tout être vivant. Les calottes glaciaires actuelles du Groenland et de l'Antarctique ne sont pas le résultat de l'accumulation de précipitations sur des millions d'années, comme l'affirment les scientifiques académiques, mais les eaux gelées de ce déluge même. La fonte de ces glaces aujourd'hui, qui provoque la panique chez les écologistes, est en réalité un processus naturel de retour de la planète à son état initial d'avant la catastrophe. Cependant, la conséquence la plus dramatique de l'effondrement du dôme n'a pas été le changement de température, mais une chute brutale de la pression atmosphérique. L'eau, partie de l'atmosphère vers l'océan, a cessé d'appuyer sur la colonne d'air. La pression a chuté de près de moitié. Pour les organismes géants, dont la physiologie dépendait d'une atmosphère dense, ce fut une condamnation à mort. Se déplacer devint incroyablement difficile et ils commencèrent à dégénérer rapidement. Mais ce changement n'a pas frappé que les géants. Nous, humains de type moderne, sommes également devenus les otages de ce nouvel environnement raréfié. Et notre organisme a été contraint de chercher des moyens de survivre dans des conditions pour lesquelles il n'avait pas été conçu à l'origine. La chute catastrophique de la pression atmosphérique qui a suivi la destruction du dôme de vapeur est devenue un tournant dans l'histoire biologique de la Terre. La physique du processus est implacable. Lorsque la pression externe chute, la charge interne sur l'organisme augmente considérablement. Pour les géants, dont la physiologie s'était formée dans des conditions d'atmosphère dense et saturée, ces changements se sont avérés fatals. Leur squelette et leur système cardiovasculaire, parfaitement équilibrés pour l'ancien monde, ont soudainement cessé de faire face à la gravité dans un environnement raréfié. C'est ce qui explique le fait que sur les rares images documentaires et photographies du 19e siècle, les personnes de grande taille sont souvent immortalisées avec des cannes ou des béquilles. Ce n'est pas un tribut à la mode, ni un signe de vieillesse, mais le témoignage d'une lutte douloureuse contre leur propre poids dans un monde qui a cessé de les soutenir. Les représentants restants de cette race ne se sont pas simplement effacés dans l'ombre. Ils se sont lentement éteints, perdant mobilité et force vitale. Cependant, les conséquences de cette décompression planétaire n'ont pas touché que les titans. Nous, humains modernes, sommes aussi des otages biologiques de l'environnement modifié. Notre corps est forcé de compenser constamment le manque de pression externe, travaillant littéralement en sur-régime. Un marqueur frappant de cette lutte est notre dépendance physiologique au sel de table. Les médecins débattent souvent des méfaits et des bienfaits du sodium, mais peu considèrent cette question du point de vue de la physique. Le sel retient l'eau, augmentant le volume du sang et de la lymphe, ce qui nous permet de maintenir artificiellement la pression intracellulaire nécessaire. En substance, notre désir constant de saler la nourriture est une tentative inconsciente de l'organisme d'équilibrer la balance et de se rapprocher des conditions dans lesquelles il a été conçu à l'origine. Ce fonctionnement en mode d'urgence conduit à une usure prématurée de tous les systèmes vitaux. Les études montrent que la ressource biologique de nos organes internes est calculée pour une période de fonctionnement bien plus longue. Par exemple, le potentiel du foie humain est estimé par les gérontologues à 5 ou 600 ans. Cet organe possède une capacité unique de régénération qui, dans les conditions modernes, n'est pratiquement pas réalisée dans sa pleine mesure. Nous brûlons cette ressource géante en quelques 70 ou 80 ans, simplement en essayant de maintenir l'homéostasie dans un environnement agressif avec une basse pression et un rayonnement dur, dont l'enveloppe de vapeur ne nous protège plus.
Nous avons perdu non seulement la longévité physique et la taille de géant. Avec le changement des conditions environnementales, l'humanité a probablement perdu l'accès aux réserves cachées de son propre corps et de sa conscience.